Je m'appelle Nelly, j'ai 28 ans. Ceci est mon testament. J'ai voulu une vie de gloire, de rêve, d'aventure. Je l'ai obtenu. Le prix à payer a été au-dessus de mes attentes. J'ai vendu mon âme au diable. Oui, je l'ai fait. J'ai tué, j'ai fait des choses inimaginables pour le commun des mortels. Je suis allé au-delà de ce qu'un être de chair et de sang aurait cru possible. Aveuglé par la gloire, la cupidité et les paillettes, j'ai tout perdu, j'ai perdu mon humanisme, j'ai perdu ma sensibilité, j'ai perdu ma clairvoyance. Je ne réclame pas votre pardon. Je ne vous demande pas de me comprendre. J'ai juste besoin d'expier mes péchés. J'ai juste besoin de vous laisser une preuve tangible témoignant la jeune fille innocente que j'étais. Ne perdez pas votre temps à m'envoyer au diable, j'y suis déjà. Voici mon histoire, écoutez attentivement. Je suis né un matin pluvieux de janvier. Le temps, morose, était à l'image de cette petite fille qui protestait déjà contre tout. On aurait dit que je ne voulais pas de cette famille. Après 2 garçons et une fille, maman Pauline et son époux Gaston étaient heureux d'accueillir une seconde fille. J'ai refusé de pousser mon premier cri. Les infirmières se sont appliquées à me fouetter le siège pour que je réagisse. Je ne voulais certainement pas de cette famille. Ma famille était ce qu'on appelle une famille normale. Papa qui était content de son job de maçon et maman qui soutenait son époux comme elle pouvait. L'argent n'était pas toujours au rendez-vous mais le bonheur y régnait. Pas pour moi, certes, mais les autres semblaient heureux. Je n'y avais pas ma place. Je le savais au fond de moi. J'ai grandi dans un environnement sain, stable, rien qui puisse justifier un quelconque traumatisme qui aurait pu changer le cours de ma vie. J'étais censé être équilibré comme le reste de la famille. Je ne m'y sentais pas à ma place. J'étais un bébé aux joues joufflues, ronde qui faisait la fierté de sa maman. En grandissant, j'avais plus gagné en beauté physique qu'en traits de caractère. Je ne ressemblais à aucun de mes parents. Maman disait que je lui rappelais sa défunte sœur cadette décédée 5 ans après ma naissance. C'est à elle que je dois ce prénom, Nelly. Une fan de romans à l'eau de rose qui était partie trop tôt. Sa photo trônait au beau milieu du salon. Je la regardais et je nous trouvais effectivement des traits de ressemblance. Son histoire était louche et tragique. J'y reviendrai plus tard. Tout ce que je voulais était de quitter la maison familiale et de m'en aller loin. Je détestais cette vie, oh je la détestais de tous mes tripes. Je me jugeais trop bien pour cette vie de misérable. J'avais 13 ans lorsque j'ai commencé à mentir et à transgresser la réalité. Je me suis lié d'amitié avec un groupe de filles dont les parents avaient de l'argent. Je devais me mouler dans leur monde pour comprendre. Je leur disais que mes parents étaient des diplomates toujours en vacances. Je vivais chez une tante qui prenait soin de moi. Je mentais effrontément sans sourciller. Pour intégrer ce lycée au cœur de la ville, j'avais dû recourir à un subterfuge. Il y avait des lycées plus proches de la maison mais les élèves qui y allaient étaient pratiquement tous issus de notre banlieue de pauvres. Je ne voulais plus voir les mêmes têtes d'enfants de parents tirant le diable par la queue. J'ai choisi mon lycée seul, à plusieurs kilomètres de la maison. Ma sœur aînée allait au lycée tout près, mes frères aussi. J'étais censé suivre leurs pas. Je ne le voulais pas. J'ai dit à papa que j'étais la plus intelligente en classe et pour que j'aie plus de chances de décrocher mon baccalauréat je devais aller dans ce lycée loin de la maison. Mais Nelly, c'est à plus de 30 kilomètres de la maison. Comment vas-tu faire pour y aller? Je ne pourrai pas te payer le transport tous les jours. Je ne comprends pas pourquoi tu dois aller dans un lycée si loin, alors que nous en avons à profusion ici. Le baccalauréat n'est-il pas le même partout? J'ai levé les yeux au ciel. Maman cherchait toujours à tout analyser. Contrairement à papa qui avalait mes mensonges comme des couleuvres, elle avait du flair pour détecter lorsque je mens. J'ai pu cependant intégrer ce lycée. Les moyens de transport étaient certes difficiles mais je réussissais à trouver des astuces pour arriver au lycée à l'heure. Entre les autostops, dangereux à mon âge et mon talent de comédienne, je réussissais à quémander de l'argent aux inconnus sans aucune honte. Excusez-moi, monsieur.
Le pauvre type qui me faisait face ne pouvait que voir une petite fille en détresse en tenue de lycée qui avait besoin d'aide. Charitable, il pouvait me donner un billet de 1000 francs CFA pour les plus pingres. Les plus généreux allaient jusqu'à 5000 francs CFA. Non seulement j'avais assez d'argent pour me payer le taxi, en plus je constituais un pactole qui laissait croire que j'étais riche. Mes amis savaient que c'était l'argent de poche donné par mes parents. À la maison, je laissais croire que je marçais les jours difficiles. Ce qui était faux. Personne n'a pu détecter ma supercherie durant des années. Je soupçonne maman de ne pas avoir accepté toutes mes explications mais elle n'a jamais rien dit. Je détestais ma vie de famille. J'en voulais à mes parents de m'avoir fait naître dans ces conditions. Comment pouvez-vous vivre sans argent et être heureux, maman? Maman, surprise, m'a regardé ce jour-là. Quelle relation l'argent a-t-il à voir avec le bonheur? Mais tout! Quand on est riche, on est heureux. Qu'appelles-tu riche? C'est moi qui étais maintenant surprise. Mais maman, riche veut dire avoir beaucoup d'argent. Qui te l'a dit? Mais tout le monde le sait. Nelly, ma fille, je crois que tu n'as pas encore compris que riche et argent sont deux choses différentes. Et pour être heureux, pas besoin d'argent, mais d'une paix intérieure. J'ai regardé maman bizarrement. Elle divaguait. Et puis, comment pouvait-elle comprendre? Elle était née pauvre et allait mourir pauvre. Rien de surprenant. On ne parlait pas le même langage. En tout cas, je sais que l'argent résout tout. Maman a secoué la tête. L'argent complique tout. Mais on ne vit pas sans argent. L'argent n'est pas notre vie. J'ai abandonné la conversation car le point de vue de maman différait totalement du mien. Ce n'était pas la peine de me casser la tête à lui faire entendre raison. Et puis, ce n'était pas le plus important pour moi. Maman a encore eu une fille. J'ai failli piquer une crise. Comment pouvait-on être si démuni et avoir autant d'enfants? Je disais à mes amis que j'étais fille unique. Ce qui était vrai dans ma tête. J'ai passé ma vie à surfer sur cette vie de mensonges, d'illusions, de non-dits jusqu'à mes 18 ans. Je venais alors d'obtenir mon baccalauréat. Cette année-là, tout a basculé. Les choses devaient se préciser. J'ai commencé à réfléchir à tous les moyens que j'avais à ma portée pour être rapidement riche. J'ai regardé autour de moi. Mes frères étaient devenus des pauvres hommes comme leur père. Ma sœur aînée s'était entichée d'un pauvre commerçant. Cette famille était partie pour mourir pauvre mais pas moi. J'ai décidé de me servir de mon corps. Oui, j'avais un atout non négligeable, ma beauté fatale. Elle allait être la clé qui m'ouvrirait la porte du paradis. Je n'allais pas me prostituer, non, c'était trop facile, vulgaire et banal. J'allais utiliser une autre voie plus rapide et élégante. Il ne me restait plus qu'à trouver mon pigeon. J'ai tout fait pour me lier d'amitié avec Lorraine, la fille d'une grande tête de ce pays. Elle avait accès à des milieux impossibles pour moi à intégrer en temps normal. Grâce à elle, j'ai pu avoir accès à ce milieu. Un milieu de bling-bling et de m'as-tu vu. J'approchais de mon but tout doucement et tout sûrement. Je n'avais pas su que dans cette quête de la richesse et du bonheur, j'allais vendre mon âme au diable. J'ai rencontré Philippe, l'instigateur de tout. Il a littéralement changé ma vie. Je n'étais pas une étudiante ordinaire. Avant de vous parler de Philippe, laissez-moi vous raconter ma condition de vie quotidienne. Après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai décidé de m'inscrire en faculté. J'ai choisi banque et finance pas par vocation, c'était l'endroit rêvé où j'étais sûr d'entendre parler des millions que j'aurais un jour sans me lasser. Papa a dit qu'il n'avait pas assez d'argent pour m'inscrire dans cette filière. Je lui ai dit que ce n'était pas un problème. J'avais eu une bourse. Or c'était faux. Jean pouvait le faire. Jean était le papa d'une amie en terminale. Je lui avais dit en pleurant que mes parents étaient décédés. Ma famille ayant été décimée dans un incendie, je me retrouvais seul au monde. Je le rembourserai dès que je trouverai un boulot.
Je faisais trop pitié. Voilà comment je réussis à intégrer cette filière. Convaincre maman a été une autre paire de manches. Soupçonneuse, elle m'a demandé la somme que la bourse m'octroyait exactement. Et puis, pourquoi tout était pris en charge à 100%. J'avais déjà la réponse toute prête. Au jeu du mensonge, j'étais imbattable. Maintenant, restait le problème de logement. J'ai monté une histoire cousue de fil blanc. Une amie d'une amie se proposait de me loger. Ce qui était bien évidemment faux. J'avais prévu loger à l'hôtel les premiers jours. Mais j'ai une maman têtue. Elle s'est mise en tête que sa fille n'ira pas mendier un lit. Elle a puisé dans ses économies et ses tontines pour me louer une chambre minable. Maman, c'est ici que je dois dormir. Il y a un lit, une salle de bain et un coin cuisine. Que te faut-il de plus? J'ai regardé autour de moi. Le mobilier sommaire, ce lit bancal, ce matelas moche. Non, je ne dormirai jamais ici. Ce n'était pas le standing auquel je rêvais. Maman faisait fausse route. À sa façon de me regarder, j'ai compris que je devais jouer le jeu. Elle me trouvait déjà trop jeune pour vivre seule. J'avais 18 ans mais pour elle, j'avais 18 mois. Ok, c'est bien, maman. J'imagine qu'avec de beaux rideaux, tout sera parfait. Elle parut soulagée. Aller vivre si loin lui faisait peur. C'était mon passeport pour une nouvelle vie. Je ne sais pas comment mais j'allais me débrouiller pour avoir un logement digne de mes rêves. Aussitôt maman retournée à la maison, j'ai emménagé dans un hôtel. Ma chambre, je l'ai sous-louée à un autre étudiant. Ainsi, tout le monde sortait gagnant. Tout allait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je prenais mes cours en journée et le soir Lorraine et moi parcourons ces milieux sélects. Je ne sais pas ce que je recherchais exactement mais je ne voulais pas de ces hommes puants qui ne m'aideront jamais. Ces messieurs ventrus qui voulaient rompre la monotonie de leur vie sombre avec une jeunesse. Je pouvais utiliser l'argent et les cadeaux que je recevais mais pas plus. Jusqu'à ce soir-là où Philippe fit son entrée en scène. Philippe était un jeune homme, la trentaine à peine entamée qui roulait littéralement sur l'or. Je l'ai observé durant toute la soirée, me demandant comment un jeune de son âge pouvait dépenser des sommes si folles en une soirée. L'argent coulait à flot. C'était extraordinaire. Me rapprocher de lui a été un jeu d'enfant. Il représentait ce que je voulais. J'étais jeune, sexy et disponible. Nous pouvions donc procéder à un échange. Salut, je suis Nelly. Je suis étudiante. Il a regardé ma main tendue. Enchanté, je suis moi. Curieuse façon de se présenter. Il avait une arrogance qui n'avait d'égal que les sommes folles qu'il dépensait. On dirait un enfant mal élevé. Son éducation ne m'intéressait guère. J'avais plus d'une flèche à mon arc. Je l'ai emmené où je voulais. 2 semaines plus tard, il me couvrait de cadeaux. L'argent a commencé à me sourire. J'en avais assez pour vivre pendant une année entière sans travailler. Je dévalisais les magasins. J'étais toujours à la pointe de la mode. Mes cours ne m'intéressaient plus tellement. Je payais un étudiant pour prendre mes notes. Lesquelles notes je ne lisais jamais. Pour mes évaluations, au début je payais une étudiante pour les passer. Après j'ai compris qu'aller à la source me simplifiera la vie. Je payais directement la note à l'enseignant. Une vie de rêve, mais je n'étais pas satisfaite. Déjà 4 mois et Philippe n'avait jamais réclamé une intimité sexuelle. On s'adonnait aux attouchements et c'était tout. Au début, tout ceci m'arrangeait mais après quelques semaines, j'ai commencé à me poser de questions. Qu'est-ce qui clochait? Je savais que dans ce monde, rien n'est jamais gratuit. Il devait forcément attendre quelque chose de moi. Soit il avait de l'argent à jeter par les fenêtres, soit je n'étais pas son type de femme. Mon amour-propre en a pris un coup. Sans prétention, j'étais un beau brin de fille. J'avais les rondeurs qui n'auraient pas laissé indifférent un pape. Et puis, je ne voyais pas Philippe dans un rôle de philanthrope. Ceci cachait quelque chose. Pour en avoir le cœur net, je m'en suis directement ouverte à lui. Dis Philippe, ai-je fait quelque chose qui t'a irrité?
Mais non, ma princesse. Quelle question bizarre. Tu es parfaite. Pourquoi n'avons-nous jamais passé une nuit ensemble alors? Il est resté songeur. J'avais l'impression qu'il préparait une réponse toute prête. Il a paru changer d'avis et a secoué la tête. Vois-tu, princesse, tu m'es très précieuse malgré ta jeunesse. J'avais dit à Philippe que j'avais 21 ans. Lui-même en avait 30. J'aimerais avoir une nuit fantastique avec toi. Mais avant ça, j'aimerais que tu me rendes un service. Toute contente de pouvoir enfin servir à quelque chose, je me suis exclamée. Bien sûr. Demande et considère que c'est fait. D'accord, mon amour. Je passe te chercher à minuit ce soir. Minuit, ai-je eu envie de crier. Pourquoi à minuit? Mais je n'ai rien dit. J'ai accepté. À minuit ce soir-là, Philippe était là. Je suis monté dans son véhicule. Nous avons roulé longtemps. Il était silencieux. Je ne voulais pas poser de questions. Je voulais lui faire plaisir. Il s'est arrêté tout à coup et m'a dit. Mon amour, promets-moi que tu feras exactement ce que je te demanderai. Je t'aime tellement. Il faut que je t'offre un véhicule. Au mot véhicule, j'ai oublié le reste de sa phrase et j'ai acquiescé. Je te le promets. Il a repris la conduite. Intérieurement, je pensais déjà à cette voiture que j'aurais bientôt. Je la voulais rouge et bien voyante. Je ne pourrais malheureusement la montrer à maman. Elle posera des questions. Je pourrais juste la conduire ici. Et puis, j'imaginais les vêtements qui iront bien avec ma nouvelle voiture. Je ne me suis pas rendu compte que la voiture s'était immobilisée depuis longtemps. J'ai sursauté et regardé autour de moi. Il faisait sombre. Où sommes-nous? Au cimetière. Au mot cimetière, j'ai cru qu'il blaguait. Et pourtant, c'était vrai. À bien y regarder, je distinguais les tombes bien debout. J'ai cru que je rêvais. Mais qui est mort? Une question idiote sur le moment. Je m'en suis rendu compte plus tard. Ceux qui sont enterrés ici sont sûrement morts. Je suppose que c'est pourquoi c'est un cimetière. J'ai secoué la tête. Il jouait avec mes nerfs. Il avait compris ma préoccupation. Que faisons-nous ici? Nous rendons visite à mon oncle décédé. J'ai sursauté. On dirait que j'étais dans un film de zombies. Rend-on visite aux morts? Philippe, s'il te plaît, sois plus précis. Mon amour, tu dois te déshabiller. Tu tourneras 7 fois sur cette tombe fraîchement creusée que tu vois au fond là. Et tu reviens. Il l'avait dit comme on commissionne un enfant chercher de l'eau en disant « Je veux de l'eau bien fraîche ». Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Fais-le et on s'en va. Ne me demandez pas comment j'ai pu faire pour accéder à sa demande. Je suppose qu'à un certain moment notre cupidité nous empêche d'avoir tout jugement clairvoyant. Je l'ai fait et il m'a félicité. Bravo bébé. Tu es la meilleure. Nous sommes retournés chez moi. Il m'a fait une bise et m'a donné une grosse somme d'argent. Il n'est pas entré. J'ai tenté de le retenir. Il a dit qu'il devait se reposer. Je suis allée me coucher songeuse. J'étais consciente que je venais de faire quelque chose qui allait me coûter la vie, mais quoi? Mes sentiments étaient mitigés. Entre l'argent que je percevais et la peur de mourir jeune, je ne me retrouvais pas. Le téléphone qui sonna ce matin me réveilla en sursaut, c'était maman. Oui, maman. Oh Nelly, oh, un malheur est arrivé. Il est décédé. Oh. Il est décédé. Irène était ma sœur cadette. Elle avait juste 10 ans. Je suis restée figée au téléphone. J'ai perdu mes mots. Mais comment? Elle était malade?
Elle s'est couchée hier sans problème. Ce matin, nous retrouvons son corps. Maman pleurait au téléphone, elle criait presque. J'ai laissé tomber le combiné. J'ai couru dans la salle de bain car j'avais une envie folle de vomir. J'ai eu le temps de lancer un regard au miroir de la salle de bain. Ce que j'y ai vu m'a fait peur. Bonjour Nelly. Tu m'as appelé. Me voici. J'ai crié. Non, 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 non. Chichi. Je perdais la tête. Je me suis écroulé sur le carrelage de la salle de bain. Merci d'avoir écouté la première partie de mon histoire. En attendant la suite, laissez-moi vos impressions et surtout partagez pour soutenir les chaînes Kilo Fighter de Nana Flore et Men de Ernestine Mbaku. Si vous êtes pressé de connaître la suite, les livres PDF sont disponibles sur Amazon via le lien en description. À bientôt pour la deuxième partie de J'ai vendu mon âme au diable.